La 7e plus belle île du monde. Le 4e pays plébiscité pour sa sécurité. Une multiculturalité harmonieuse. L'île Maurice avait tous les atouts pour faire mentir les prévisions d'un prix Nobel d'économie, James Meade, qui ne lui donnait aucune chance en matière de développement. Pour preuve cette année, Maurice est entré dans le prestigieux top 10 des destinations à visiter dans une vie. Mais le destin de cette île s'est construit en grande partie sur deux piliers. Une industrie et un groupe qui l'a portée. Cette île, elle est faite pour le tourisme. L'histoire de Beachcomber et l'histoire du tourisme mauricien sont intimement liées. L'histoire de Beachcomber est une histoire absolument passionnante de pionnier. On avait envie que ce soit comme ça. Mais le chemin était long pour parcourir, pour arriver au but. Ces deux destins forment la success story d'un petit confetti perdu au milieu de l'océan Indien. Ou comment un groupe hôtelier et un pays vont avancer ensemble jusqu'à faire exister leur île sur l'échiquier ultra compétitif du tourisme mondial. Mais aujourd'hui, ces deux piliers, le groupe et le pays, symboles l'un de l'autre, ont à faire face à un défi commun. Préserver la nature de leur île pour assurer leur propre survie. Face à ce challenge, plus que jamais, c'est la main dans la main, après plus de 65 ans d'histoire commune, qu'il va falloir construire l'avenir. D'autres hâte, le Hammerhat, la main dans la main, à nous bâtir la nation mauricienne. Après la découverte de Maurice par les Portugais vers 1510, l'île est passée sous la domination coloniale des Hollandais au XVIe siècle, puis des Français au XVIIIe siècle pendant près d'un siècle. Les Anglais la prennent au début du XIXe et contribuent à faire prospérer l'héritage des Français en exploitant la première richesse de l'île, le sucre. Bon, l'île Maurice des années 50, c'est une société de plantation axée sur la monoculture de la canne à sucre. 98% des exportations, c'est le sucre. Le capital qui est investi provient principalement des Mauriciens, des Franco-Mauriciens. Normalement, dans une société de plantation, les capitaux proviennent de l'extérieur, de la métropole. Ce n'est pas le cas Maurice. La société mauricienne sous colonie britannique vit autour d'une organisation qui a absorbé les différentes vagues d'immigration. Les descendants d'esclaves venus d'Inde, d'Afrique continentale et de Madagascar, de planteurs français, ainsi que les travailleurs engagés indiens et chinois. Il y avait un schéma de division du travail au niveau ethnique. Le chinois est dans le petit commerce, l'hindou est dans les champs de canne, le franco-mauricien est le gros planteur, la tête le manager, les cadres intermédiaires c'est les gens de couleur, les artisans c'est les créoles, donc il y avait une division ethnique du marché du travail. Cette organisation s'harmonise autour d'une colonisation qui s'est faite sur une terre vierge de population, où chacun peut prétendre à un droit du sol, mais où la démographie explose. Donc, chômage, baisse du niveau de vie, exacerbation des tensions sociales, et en même temps, cette crise structurelle de l'économie va se juxtaposer sur une crise politique. Les Britanniques vont commencer à développer des politiques pour donner plus d'autonomie. À partir de 1948, le suffrage est élargi. En 1958, le suffrage devient universel. Donc, auparavant, il y avait la plantocratie qui votait les gros planteurs, les possédants. Mais avec le suffrage universel, c'est différent. En même temps, quand il y a eu cette démocratisation, les Britanniques ont légué à Maurice un système qui favorise les alliances et les coalitions. Tous les groupes doivent être ensemble pour pouvoir faire avancer la nation. Personne ne doit être exclu. L'autre événement qui va faire avancer la nation et bouleverser le destin de l'île, c'est l'arrivée des premiers avions de ligne. Qantas avait 2 vols par mois entre Sydney et Johannesburg, avec un arrêt à Perth, un arrêt aux îles Coco, dans le milieu de l'océan Indien. Puis il passait à Maurice environ 20 à 22 heures. Ça a été les débuts. Mais puis très vite après,
South African Airways a fait la même opération pendant la semaine où Qantas n'opérait pas. Donc toutes les semaines, on avait ou South African Airways ou Qantas. Deux amis hommes d'affaires, Amédée Mingard et Michel Pitot, ont alors l'idée de créer un hôtel pour loger les équipages. Nous sommes en 1952 et ce sera à Curpip, le Parc Hôtel. Alors, on n'a pas construit le Parc Hôtel, on a pris cette maison, qui était une maison coloniale, et ensuite nous avons ajouté un peu quelques chambres à droite et à gauche. Et c'est comme ça que ça a démarré avec les avions qui arrivaient et qui nous lâchaient le matin des gens, le soir ils le reprenaient. Et ben voilà, c'est comme ça que ça a commencé. À l'époque, on ne parle pas encore de touristes, mais de voyageurs d'affaires ou d'équipages de compagnies en escale. Mais l'industrie touristique venait de naître et avec elle, Mauritius Hotels, ancêtre de Beachcomber. L'histoire de Beachcomber est étroitement liée et inexorablement liée en fait à l'histoire du tourisme mauricien, puisque ce que nous appelons Beachcomber aujourd'hui est né à partir de la conviction d'un grand monsieur qui s'appelait Amédée Mingard. Et dans les années 60, il a pensé que l'île Maurice avait un potentiel touristique en lequel il a vraiment cru. Amédée Mingard, âgé d'à peine 30 ans, rentre d'Europe après un service héroïque chez les Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, la tête pleine de projets pour son île. Son fils Yann se souvient. Mon père a commencé à penser au tourisme ici dès 1942, quand il était pendant la guerre, donc, quand il s'entraînait parce qu'il était parachuteur en France. Il était dans les SOE et je pense qu'à cette époque-là, il voyait déjà en Europe les premiers congés payés, etc. Donc il se disait que ça allait bouger quelque part. Mais c'est pour ça que son but, c'était aussi d'avoir sa ligne d'aviation. Il voulait tout, en fait, je crois. Il voulait tout. Il voulait développer tout le sud-ouest de l'île, avec des marinas, des villages, des vrais villages, avec un centre de village, comme il y a en France et en Europe, ou même en Afrique. Donc il voulait tout ça. Ah mais c'était d'abord un ami finalement, parce que comme moi j'étais là, il était légèrement plus âgé que moi, et il est arrivé avec tout son machin de guerre, de héros un peu de la guerre, il a impressionné tout le monde. Bon, il était plus important que moi dans la vie, c'est sûrement. Moi j'étais beaucoup plus travailleur. Amédée Mingard comprend bien vite que l'offre peut s'étendre à une hôtellerie de loisirs et se lance alors dans la conquête de l'Ouest. Sa cible, le Morne. Son objectif, lancer le tourisme balnéaire. L'idée d'endroit complètement en dehors de toute la civilisation mauricienne. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route. On a choisi ce coin-là parce que ça avait un cachet complètement sauvage. Et quand on avait été en voyage en Afrique du Sud, ils habitent des petits ronds d'Avel. Et vous savez, les ronds d'Avel sont faciles à construire. Vous mettez un piquet là, vous prenez une corde, vous faites un tour comme ça. Et vous mettez des murs. Alors ça, c'est facile à faire. Guy Huguenin fait aussi partie des débuts de l'aventure touristique. Il remplace pour un temps Michel Pitot et entre chez Mauritius Hotels. Il assiste à des réunions où Amédée Mingard fait naître la péninsule du Morne. Et il dit qu'il faut à tout prix construire un hôtel parce que la péninsule du Morne a une très belle plage et il y a de la place. Et c'est comme ça que quand il demande aux autorités gouvernementales de louer environ 20 arpents, mais Sertiu Sagar Ramgoulam lui dit non. Avec le dynamisme que vous êtes en train de développer dans le tourisme, ça va sûrement se développer, prenez la totalité. Aujourd'hui, la péninsule reste un joyau. Le Morne-Brabant est devenu le paradis Beachcomber, célèbre pour son golf. Au début, d'ailleurs, je crois que mon oncle avait demandé à mon père, mais qui tu crois qui va aller s'enfermer au Morne dans tes hôtels?
Enfin, le troisième pivot du groupe hôtelier naissant sera le Chaland, bâti près de l'aéroport. Je me souviens de la construction. Nous aimions aller sur la plage ou la mer en côte, dans les grandes vagues. Mais je me souviens aussi des gens comme de Chazal où je passais souvent les dimanches matins à gribouiller sur des morceaux de papier qu'ils me donnaient avec de la gouache. Et puis Hargreaves, M. Hargreaves, qui était le patron, qui avait un perroquet. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça, un peu bêtes. Quelques années plus tard, le Chaland deviendra le Chandrani Beachcomber. Nous sommes dans les années 1960 et Mauritius Hotels commence à opérer avec succès. Dans le pays, sans doute marqué par l'indépendance de l'Inde et influencé par certains leaders indiens, l'élite indo-mauricienne rêve elle aussi d'indépendance. De leur côté, les franco-mauriciens souhaitent conserver le statu quo et ne voient pas cette idée d'un si bon œil. Donc je pense que pour la Grande-Bretagne, il fallait trouver une solution. Alors la solution, c'était de trouver une solution politique. Et les élections générales de 1967 vont donner un cadre à cette solution où l'enjeu de l'indépendance va occuper tout le terrain. Le problème, c'est que la campagne, c'est une campagne très rude. Elle est basée beaucoup sur l'ethnicité, elle est basée beaucoup sur la peur de l'indépendance, la peur de l'imprévu, la peur de l'avenir. Et de l'autre côté, il y a une sorte de, je pense, de vision et de rêve d'un pays libre. C'est alors qu'apparaît une figure charismatique, Gaëtan Duval, résolument anti-indépendance. Il a 37 ans et en cette année 1967, il va marquer pour toujours son île. Le rôle de Duval, c'était d'agir comme catalyseur. Il a été très charismatique, extrêmement charismatique, un fonceur, très intelligent, extrêmement intelligent. Donc, et aussi, il rassurait les Franco-Mauriciens parce qu'il était résolument dans le camp de l'Ouest occidental au moment de la guerre froide, tandis qu'au Rangoulam, il était un non-aligné. Et finalement, les élections ont lieu et c'est les forces, les alliés de l'indépendance qui remportent les élections, mais dans un pays extrêmement divisé et très divisé aussi sur le plan rural et urbain, et sur le plan aussi ethnopolitique. Et en janvier, il y a les bagarres raciales à Maurice pour la première fois, et d'une rare violence. Et finalement, il faut faire venir les troupes britanniques de Singapour pour rétablir l'ordre. Il y a donc le couvre-feu. Nous sommes en janvier. Et l'indépendance est célébrée en mars. L'indépendance est finalement proclamée le 12 mars 1968. Le drapeau et la nation mauricienne s'élèvent vers un avenir qu'il va falloir apaiser. Un nouvel acteur entre alors en jeu, la France. Nous sommes en pleine guerre froide. La Réunion inquiète beaucoup Paris. Le Parti communiste y est très puissant et a soutenu le pro-indépendantiste mauricien. La métropole craint un rapprochement de Maurice avec l'Union soviétique qui entraînerait un exil massif des Blancs vers la France. De Gaulle envoie un homme qui connaît bien la région, Michel Debré, qui a été député de la Réunion. Sa mission est simple, former une nouvelle coalition qui puisse gouverner ce tout jeune pays libre. Et la coalition était un sine qua non pour que l'aide française provienne vers Maurice. Donc c'est pour ça que Debré, Michel Debré est venu à Maurice, et devant les caméras publiques, les caméras de la presse internationale, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a mis la main de Rangoulam dans la main de Duval pour bien signifier que la France parrainait cette coalition. Donc à ce moment-là, les premiers ministres, avec beaucoup de gens, ils ont pensé qu'il fallait trouver un thème de réconciliation. Et l'idée, c'était justement « Donne-toi la main, prends-moi la main ». Et en hindi, c'était « Dotor hat, lo hamar hat », la main dans la main, à nous bâtir la nation mauricienne. Et la main dans la main, c'est une expression créole qui dit absolument ce que ça veut dire, c'est-à-dire ensemble, presque l'accolade, la main dans la main, il fallait reconstruire ce pays. La main, prends-moi la main dans la main. La main, prends-moi
la main dans la main, mono. À nous bâtir, nation mauricienne. À nous bâtir, nation mauricienne. De son côté, Amédée Mingard a d'autres préoccupations. Le tourisme à Maurice commence à prendre son envol. Les visiteurs viennent de plus en plus passer des vacances. Il est temps de passer à une étape dont il rêve depuis le début, la création d'une compagnie aérienne nationale. Probablement, le pays devient indépendant, donc il fallait être indépendant. Il fallait créer une compagnie aérienne pour que le pays soit indépendant. Et deuxièmement, il fallait donner le support nécessaire à cette industrie touristique qui était vraiment dans son au début. On ne peut pas s'asseoir avec 25 hôtels et dire Air France va l'emmener. Air France a d'autres priorités. British Airways a d'autres priorités. Et demain, s'ils voient que la route de Maurice n'est pas rentable pour eux, ils peuvent arrêter Maurice, ils peuvent diminuer le vol. Qu'est-ce qui se passe du tourisme? Donc, la création d'une compagnie aérienne mauricienne, la Mauritius aujourd'hui, était fondamentale. On a beaucoup voyagé aussi, donc quand on allait en Europe, on se rendait bien compte qu'il y avait une grosse demande pour Maurice. Monsieur Mingard avait de très très bonnes relations avec Air France. Et à ce moment-là, Air France était disposé à investir, je pense, 10 ou 15 ou 20%. Et c'est là où monsieur Mingard voit Sir Siou Sagar Ramgoolam. Je me souviens de Sir Siou Sagar Ramgoolam qui lui dit « Mais Dédé, ne rentrez pas dedans, laissez ça pour les grands pays qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de passagers. Tandis qu'ici, à Maurice, cette petite île Maurice, on ne pourra pas faire ça. » La création d'Air Mauritius signe le véritable décollage du tourisme. Le pays va pouvoir aller chercher les touristes là où ils sont, grâce à l'essor du transport aérien. Et c'est en 1971 que va naître un hôtel, symbole de cette envolée, True Beach Beachcomber. Véritable institution hôtelière aux deux vies, le 5 étoiles de la côte nord est indissociable de son directeur Michel Daruti, qui se souvient de sa première fois dans cet hôtel mythique. On remonte en 1976. J'étais stagiaire en cuisine. J'ai eu l'occasion de faire les différents hôtels du groupe et à différents postes. Et en 85, je reviens à mes premiers amours à True Beach, comme directeur de l'hôtel. La plage de True Beach, l'hôtel True Beach, l'hôtel mythique, c'était l'hôtel de l'île Maurice. Hein. C'est le quartier où tous les chefs d'État venaient à l'époque, puisque le Royal Palm et ses grands hôtels aujourd'hui, le Grand Standing n'était pas encore construit. Et puis nous avons eu toutes les vedettes qui venaient à Maurice, les personnalités qui venaient à Maurice, les journalistes, les acteurs. True Beach était incontournable à cette époque. Mais True Beach Beachcomber a bien des secrets. Il abrite notamment une reine. Elle s'appelle Fatima et règne depuis plus de 30 ans sur l'accueil et le confort de ses clients fidèles. Right. Enjoy your stay. Okay, my pleasure, thank you. En lieu et place du 5 étoiles actuel, l'ancien True Beach abritait déjà des bungalows construits à la demande du gouvernement. On avait, dans le temps, il y avait une conférence africaine qui s'appelait l'OCAM, Organisation commune africaine, mauricienne et malgache. Et le gouvernement avait construit une quinzaine de villas qui se trouvaient dans cet espace. Et une fois, c'était pour héberger justement les chefs d'État africains. Une fois terminée, la conférence terminée, les autorités ont approché la direction de Beachcomber pour demander qu'effectivement on puisse après gérer ces villas. Alors les anciennes villas en front de mer étaient là, situées en cette partie, mais maintenant elles sont à l'extrémité de l'hôtel. Aujourd'hui encore, après la construction du nouveau True Beach Beachcomber, la tradition perdure et les villas servent toujours à accueillir présidents et chefs de gouvernement.
Ces villas, c'est Fatima qui les gère avec le bureau du Premier ministre. Une belle carrière au sein de l'hôtel qui avait pourtant commencé par hasard. Elle a donné un coup de fil qui va changer sa vie. Parce que je m'ennuyais, je voulais que le soir, je ne savais pas comment fonctionnait l'hôtellerie. J'appelle le Trobi, je tombe, la secrétaire me dit attendez, je vous mets en communication avec le directeur. Je dis monsieur, je cherche un temps partiel, mais non, moi je cherche une secrétaire à plein temps, une secrétaire de direction à plein temps. Est-ce qu'on pourrait se voir demain? Je suis venue, je suis arrivée à Trobiche, j'ai été habillée comme un canari, de la tête aux pieds. Et le directeur m'a accueilli et tout de suite il m'a dit, je dis quand est-ce que je commence? Il m'a dit hier. Je dis ah bon? Et c'est ainsi que j'ai commencé comme secrétaire de direction. Au bout de 2 ans et demi, je suis passée directrice commerciale. Et à la réouverture de l'hôtel, j'ai été promue executive assistant manager de l'hôtel. L'autre personnage incontournable de l'histoire de True Beachcomber, c'est Paul Ying. Il n'était pas destiné à devenir l'un des plus prestigieux chefs de l'île Maurice. En sautant de famille qui était boutiquier, j'ai toujours regardé mon père cuire à manger pour la famille. Et je fouinais un peu en cuisine. Et je me suis dit que je veux être un chef. À l'époque, le mot chef n'était pas de notre vocabulaire. J'ai pu me faire embaucher comme plongeur, c'est bien, laver les marmites et tout ça, dans un premier hôtel qui s'appelait le Monde Brabant. Les équipes se renouvelaient, une partie ne voyait pas ça en termes de vocation pour eux, parce que le métier était très dur, on travaillait matin, midi et soir, et on rentrait très peu chez soi. Après être formé par un grand chef français, il devient le plus jeune et le premier chef mauricien. Chef Paul se souvient de ce qui a marqué sa carrière à True Beachcomber. Une fois, on avait, je ne sais pas moi, 3 étoiles qui habitaient True Beach. Il fallait faire des trucs pour eux, matin, midi et soir. Ils ne voulaient que manger ma cuisine. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être considéré par ces gens-là. Après 37 ans à diriger les fourneaux des prestigieuses tables de True Beachcomber, Chef Paul est parti à la retraite depuis peu. Devient dans les années 70 la vitrine de l'île Maurice. Acteurs, chanteurs, hommes politiques, tous viennent en vacances au soleil et font découvrir l'île Maurice à une clientèle de jet-setters fortunés. Là encore, Sir Gaëtan Duval va jouer un rôle essentiel. Duval, c'est quelqu'un qui vivait avec le jet-set, donc Johnny Hallyday, etc. Il fréquentait, donc c'est son style de vie. C'est ça Duval, c'est le star. Duval a commencé la starisation de la politique à Maurice. En tant que ministre des Affaires étrangères, il a pu ouvrir les portes en France et en Angleterre pour faire connaître l'île Maurice. C'était moi, je me rappelle, j'étais pas là quand Brigitte Bardot est venue, mais je me rappelle que quand Tom Jones a chanté chez nous, j'ai ouvert un jour Paris Match et j'ai vu mon papa en première page. Donc ce sont des choses que même aujourd'hui c'est difficile pour nous de faire, même maintenant qu'on est bien connus. Mais à l'époque, Maurice, personne ne connaissait Maurice, c'était quasiment impossible et il l'a fait. Malgré tout ce qu'on a pu écrire sur Duval, il avait à cœur l'intérêt des Mauriciens. Il va véritablement œuvrer dans ces années 70 à l'essor de cette industrie touristique et faire venir les capitaux étrangers. Nous sommes à l'époque de l'apartheid. Les Sud-Africains ne peuvent pas partir ailleurs. Le passeport n'est pas reconnu. Mais Maurice, ils pouvaient venir à Maurice. Donc les touristes sud-africains trouvaient accueil à Maurice. Et Duval lui était favorable à la reconnaissance de l'Afrique du Sud. Je crois que dans les années 70, l'Afrique du Sud a été un moteur, le marché sud-africain est extrêmement important pour le tourisme mauricien. Et Duval a joué un rôle déterminant.
Le groupe Sun, dont le capital est sud-africain, présent dès le début de cette envolée, ne doit pas faire oublier que le développement touristique doit aussi beaucoup à des acteurs comme les groupes Véranda, Attitude, Lux ou Constance. Dans les années 80, Mauritius Hotels devient New Mauritius Hotels et désormais Beachcomber rime avec hôtellerie haut de gamme à Maurice. Grand Bay se développe, devenant peu à peu une sorte de petit Saint-Tropez local. À cette époque, la relève est assurée par la présence d'un jeune homme ambitieux et dynamique, Herbert Quacko. Il y a Herbert Quacko, je crois qu'il avait à peu près 30 ans, quand on lui a confié les rênes de l'entreprise. Il faut savoir que pendant toute la période où il a dirigé Beachcomber, à peu près 35 ans je dirais, il a été la véritable cheville ouvrière du développement de l'entreprise. Donc Herbert a construit 2000 chambres et a vraiment donné ses lettres de noblesse à l'enseigne Beachcomber, synonyme d'hôtellerie mauricienne. L'un des premiers challenges pour Herbert Quacko, construire un hôtel. Et justement, le groupe possède un terrain à Grand Bay. Nous étions propriétaires de ce terrain, enfin à bail, et l'État nous a rappelé que si nous ne construisions pas rapidement quelque chose sur ce terrain, il nous le reprendrait. Tout le monde se met d'accord, on va faire un hôtel d'exception. Il faut savoir, nous avions fait des rénovations dans des hôtels existants, mais c'était la grande aventure. Nous allions ouvrir notre premier hôtel. Et puis un jour, à 16h, le patron est arrivé, il a dit « Je virai tout le monde ». On a sorti 2000 personnes du chantier, lavé, et à 20h30, nous recevions nos premiers journalistes. Le succès du Royal Palm Beachcomber Luxury, c'est aussi le travail d'un homme, Robert de Spéville. Robert était le directeur marketing et commercial, donc c'était à lui qui incombait de mettre l'hôtel sur les marchés, ce qu'il a bien fait, qu'il a même très très bien fait. C'est ça qui était merveilleux, chacun avait un rôle, dans cet hôtel chacun a eu un rôle, chacun l'a fait. Dernière anecdote, je me souviens, le chef économe, un chef économe pour le groupe, qui vérifiait les achats, enfin oui, il va voir Herbert, qui était notre patron, dit « Herbert, il faut que je te dise quelque chose. » Oui, oui. « Patrice est en train de nous ruiner. » Herbert, regarde, qu'est-ce que tu veux dire? Il achète de l'argenterie. Ramen Vurdapen est le plus vieil employé du Royal Palm Beachcomber Luxury. Il a connu le terrain avant la construction de l'hôtel. Enfin, à l'emplacement, il y avait des fils à eau et derrière, c'était un petit peu marécagé avec beaucoup d'arbres. La route passait juste devant. C'est-à-dire, l'hôtel était coupé en deux. La route principale où toutes les voitures, tout ça passait ici. Moi, je suis depuis l'ouverture en décembre 1985. Je suis rentré comme ouvrier, mais très vite, je suis passé à chef d'équipe. Lorsqu'on dit aux personnes qu'on travaille au Royal Palm, ils font « Waouh, Royal Palm !» Mais si, on travaille au Royal Palm. Les gens de passage qui viennent, qui voient l'hôtel, qui regardent les gens de la structure et tout, ils disent « Waouh, Royal Palm, ça c'est Royal Palm !» Il porte bien son nom. Le Royal Palm Beachcomber Luxury est devenu l'un des palaces les plus prestigieux de l'océan Indien. Grand Bay et le Nord ont profité de l'essor des hôtels, comme le Victoria Beachcomber, le Canonier Beachcomber ou le Mauricia Beachcomber. Cette relance du tourisme a grandement contribué au miracle économique mauricien des années 80, quand Sir Anirudh Jugnauth était Premier ministre. Pourtant, ici comme ailleurs dans l'île, l'accès à des plages publiques de qualité reste un sujet sensible. La politique de tourisme balnéaire n'a pas pris en compte les attentes et les besoins du public mauricien. Depuis les années 1990, en fait, il y a eu une hausse du niveau de vie. Il y a eu des moyens de transport qui sont davantage à disposition du public, ce qui fait que le public mauricien fréquente de plus en plus les plages. Mais en même temps, avec les constructions sur la côte, les Mauriciens ont vu se fermer à eux des plages auxquelles ils avaient accès auparavant, en tenant compte aussi
qu'il y a 16% des plages qui étaient déjà occupées par des résidences privées. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où les Mauriciens expriment ouvertement leur frustration face à une situation où ils voient qu'ils sont privés d'un accès aux plages auquel ils pensent avoir légitimement droit. Et ce qui fait dire que le seuil de tolérance ou de saturation sociale risque vite d'être franchi si ce n'est pas déjà le cas. Il est absolument fondamental que dans le développement touristique, cet accès à la mer pour les habitants soit en fait amélioré encore, que les plages soient aménagées correctement et qu'on respecte évidemment le souhait des Mauriciens de pouvoir profiter de la belle île. Souvent, c'est vrai, on entend dire les hôtels ont pris les plus belles plages. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Si on regarde les plages publiques mauriciennes aujourd'hui, que ce soit Bellemare, Fic-en-Flac, Montchoisy, Blue Bay, ce sont probablement les plus belles plages de Maurice. Mais il est important de les conserver. L'île Maurice connaît 24 ans après l'indépendance une nouvelle avancée démocratique et institutionnelle. Nous sommes en 1992, Kassamoutim se souvient. Écoutez, au moment de l'indépendance, vous savez, nous avons fait beaucoup de concessions. Parce que justement le pays était divisé, donc notre décolonisation n'avait pas été complétée. Ça a été une décolonisation en partie, si vous voulez. La reine d'Angleterre continue à être la reine de Maurice après l'indépendance. Nous étions membres du Commonwealth, nous le sommes toujours d'ailleurs, mais sans la reine. Donc pour compléter notre décolonisation, il nous fallait avoir à la tête du pays un chef d'État qui soit un fils du sol et qui représente la nation mauricienne et non pas être le représentant de la reine d'Angleterre. C'est pourquoi il était absolument nécessaire, voire vital, de passer à ce stade, à cette étape de décolonisation complète. I have the honor to invite His Excellency Sir Virasamy Ringadoo to take the oath prescribed in the Constitution and assume office as the first President of the Republic of Mauritius. I, Virasamy Ringadoo, do solemnly affirm that I will execute the office of President and will, to the best of my ability. La jeune République peut alors compter sur ce qui est désormais une puissante industrie. Le tourisme servi par une ouverture de la concurrence aérienne. Les compagnies venant à Maurice se multiplient, augmentant ainsi le volume des arrivées. Cet afflux de visiteurs va peu à peu s'affiner pour devenir des niches. Les touristes ne viennent plus uniquement pour la plage, le lagon et le service mauricien, et c'est là un premier tournant. Ils viennent aussi pour le golf, et ce n'est pas par hasard. L'histoire du golf à Maurice remonte au XIXe siècle avec les colons anglais qui ouvrent en 1844 le Gymkhana, le premier golf de l'hémisphère sud. Puis la tradition golfique s'est perpétuée un peu partout dans l'île, mais le golfe du Paradis Beachcomber est devenu une référence mondiale et c'est Mario Deveau qui le dirige. Alors c'est connu que le golfeur généralement dépense pratiquement 2 fois plus qu'un client normal. Mais c'est aussi quelqu'un qui fête, qui est très joyeux vivant autour du bar, c'est le champagne, le cigare qui prédomine. Et puis on voit que nos golfeurs qui sont au paradis sont dans nos senior suites, dans nos villas présidentielles, dans nos grandes chambres aussi. Et ils viennent en famille, donc ça aussi ça aide évidemment à qu'ils dépensent un petit peu plus. En octobre 2017, Maurice voit s'ouvrir un nouveau golfe dans le nord. Montchoisy, parcours résolument différent, répond à une attente. Il n'y avait pas d'offre pour les hôtels situés dans le nord de l'île. Nous avons, dès cette année, fait un partenariat avec le golfe de Montchoisy. Et de là,
on a fait progresser notre offre. Et que de 30 000, nous allons passer à 40 000 green fees possibles sur l'année prochaine. Donc il y a une belle évolution pour évidemment donner ce service à des nouveaux golfeurs ou des nouveaux clients dans les hôtels du Nord. Chez Beachcomber au Paradis, le golf est aussi synonyme de belle histoire familiale. Tout commence avec Pierre, un jardinier entré dans la compagnie il y a 50 ans. Entré au travail à 13 ans et demi, le 1er juin 1967. Oui, comme jardinier. Et puis en 72, bagagiste et comme prêteur-bar. Après, avant 73, retourne aux jardins. J'ai conduit le tracteur pendant 37 ans, jusqu'à maintenant. Auparavant, on marchait jusqu'au village d'Agolette, ici. À 5h30, on sort d'un village, on rentre ici à 7h. Avant, c'est dire pour travailler. Ouais, c'est dire. Puis bien des années plus tard, Hans, le fils de Pierre, est devenu la coqueluche du golf. Mais tout a commencé dans un champ de canne, près de la Golette. Ce qui m'a donné envie vraiment de jouer au golf, c'est un voisin de chez moi, un ami, qui est arrivé avec un club de golf. C'était un fer neuf. Et eux, ils faisaient du caddie au Paradis. Et là, il a emmené des balles. Et on n'avait pas de tir, on avait des bouchons de rhum. Et on a commencé à taper dans le champ de canne, comme ici. Et on tapait des balles. Notre objectif, c'est d'envoyer la balle le plus loin possible. Un beau jour, il y a Nanda qui travaille au Paradis, qui est un moniteur de golf. Et je lui ai dit que j'aime bien le golf. Et le jour qu'il m'a dit, on te prend demain si tu es prêt pour travailler au golf. Et je crois que j'ai pas dormi. J'attendais le jour pour aller au Paradis. Et là, en arrivant au Paradis, pour moi, c'était un rêve. Et en presque 10 ans, il est passé du statut de ramasseur de balles à celui d'un enseignant très demandé. Ouais, je suis arrivé ici en 1998. C'est en 2008 qu'ils m'ont proposé pour faire un stage pour être moniteur de golf. Et j'avais pas ça du tout en tête. Mais alors aujourd'hui, je suis pro. L'année prochaine, ça va faire 10 ans. Ça se passe très bien. Et la direction, ils étaient contents. Et voilà, moi aussi, je suis content. C'est super. Je suis très content pour Hans aussi. Ouais. Un jour, M. Mario Devo m'a appelé, le chef. On m'a dit, est-ce que tu aimes que Hans travaille ici? J'ai dit oui. Et puis Hans rentre ici voir M. Mario Devo. Est-ce que vous êtes fier? Ah oui, 100%. Ouais. Si Hans a réussi à devenir pro, c'est qu'il a bénéficié de formation chez son employeur depuis l'époque du champ de canne. Cette politique de formation professionnelle, c'est dans les années 1990 que Beachcomber en comprend l'importance pour faire perdurer le succès grandissant du tourisme. Soutenu par le gouvernement d'alors, le groupe décide de créer la Training Academy Beachcomber, organisme de formation au sein des hôtels. Le but, former tout au long de leur carrière les employés pour maintenir l'excellence. Tiburce Plissono-Duquesne en a été le fondateur et le pionnier. Alors c'est vrai qu'il existait déjà l'école hôtelière de l'île Maurice, mais les Beachcomber avaient déjà 7 hôtels sur l'île Maurice, ce qui représentait à peu près entre 4000 et 4500 employés permanents. Donc tous les directeurs de ces hôtels ont pensé que de faire une structure de formation permanente pour s'occuper de ces employés, ça s'avérait nécessaire. L'hôtellerie, c'est un métier bien souvent très répétitif. Voilà. Donc de temps en temps, je crois qu'il faut prendre le temps de remettre les pendules à l'heure, de réactiver un peu les connaissances. Il y a eu beaucoup de progrès technologiques qui se sont rajoutés, donc il a fallu les initier à tout cela. Alors il y a toujours... J'avais une petite boutade là-dessus. Hein. Quand un directeur me disait « Ah là là, oui, mais tu comprends, si je fais de la formation, ils vont peut-être me quitter. » Je dis « Oui, mais essaie d'imaginer que si tu ne faisais pas de formation et qu'il restait travailler dans ton hôtel. » Je ne sais pas si ça a été efficace, mais assez souvent,
Avec ces arguments-là, on repartait avec quelques actions de formation en supplément. Si Tiburce a commencé sa carrière dans une cuisine, c'est aussi en cuisine que l'on voit les formidables résultats de cette politique de formation. Avec pour exemple le chef Coupen. Il a aujourd'hui 42 ans et son parcours est exemplaire. J'avais 20 ans, j'ai commencé avec Beachcomber en tant qu'assistant cuisinier et très vite j'ai grimpé, j'ai eu beaucoup de formations avec le groupe. En 2000, et là je suis envoyé au canonnier comme exécutif chef. Ça va Diane? Oui, ça va, c'est bon. Ça prend? Oui. C'est bon? David? J'ai eu l'occasion moi-même, des gens qui ont cru en moi, un jour ils m'ont dit, Coupen, je vais investir dans ton cerveau. C'est un mot que je ne veux pas oublier. Et j'ai vu, ça m'a aidé. Aujourd'hui, si je suis chef exécutif, c'est grâce à la formation. Et c'est mon devoir de transmettre à ces jeunes-là la formation. C'est pour le pays, qui est très important. Je tiens beaucoup à le côté culinaire de Maurice, que j'ai envie de faire vraiment monter. Et le secret, c'est la formation. Il n'y a pas d'autre. Des petites fleurs. L'ambition du chef aujourd'hui, c'est de proposer une gastronomie mauricienne haut de gamme. En tant que président de l'association de chefs mauriciens, quand même, c'est un petit peu dans la vision de l'association pour augmenter la qualité culinaire à Maurice. De pouvoir vendre l'île Maurice avec son gastronomie. Qu'aujourd'hui, c'est fait avec la mer, le soleil et tout. Bon, il y a beaucoup de compétiteurs avec ça. Et il faut rajouter le côté gastronomie. Et pour faire ça, il faut augmenter la formation, il faut augmenter la qualité et il faut que ce soit à un niveau vraiment très élevé. L'autre niche qui explose depuis quelques années, c'est le bien-être. L'île compte les plus beaux spas du monde et la nécessité de former des milliers de Mauriciens autour de ce secteur devenait une urgence. Il y a 2 ans, Christine Fleury a fondé Santayarea, une école qui forme dans un premier temps les employés des hôtels de Beachcomber. Le wellness est en pleine expansion et explose dans le monde entier. Ça se chiffre en milliards, à Maurice également, en milliards de roupies. Et Beachcomber souhaitait être l'un des précurseurs sur ce secteur, mais surtout un des précurseurs à gérer l'humain et le potentiel humain. Tu attends un petit peu et tu ressens ce qui se passe. Est-ce que tu sens que ça pulse ou pas? Pas encore. Pas encore, tu peux aller un petit peu plus loin. Dès qu'il respire, il inspire un peu, et là tu gagnes un peu de terrain. Vas-y, dès qu'il souffle. Donc, bien du bout des doigts. Donc on les prend par session, par an, sur des programmes qui font entre 400 et 800 heures de formation, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc on part de leurs compétences actuelles pour leur apporter toutes les compétences complémentaires pour qu'ils deviennent des experts wellness. Vous mettez le poids de votre corps dans sa décontraction. Et quand vous partez, tout doucement, vous décalez, vous préparez déjà votre prochain geste pour attaquer le deuxième avec une transition très fluide. Allez-y. On demande à la personne d'installer. L'initiative de Christine est soutenue par le gouvernement. Le constat est simple. Autant former des Mauriciens à des emplois qu'occupent aujourd'hui des étrangers. Tout le monde peut accéder à la professionnalisation dans notre école, que ce soit au niveau pour être thérapeute, pour être professeur de yoga, pour être coach, pour être spa manager. Le diplôme français officiel qu'on a mis 12 ans à obtenir, parce que partout dans le monde c'était une nouvelle filière, on le transporte ici, donc il va être accessible ici pour ceux qui souhaitent le passer. Le but c'est de faire officialiser le parcours complet au niveau du gouvernement. « 1999. Une année qui va marquer l'île Maurice et fragiliser pour la première fois l'industrie touristique. Des émeutes éclatent après la mort suspecte du chanteur Kaya, alors en prison.
lorsque la nouvelle de sa mort s'est propagée à travers le pays, on a tout de suite pensé à un meurtre, qu'il a été tué, on dit délibérément, par les forces de l'ordre. Et un certain nombre de gens ont commencé, de jeunes en particulier, ont commencé à manifester leur colère. Cette colère était dirigée principalement contre la force policière d'abord. Mais au fil des heures et au fil des jours, cette colère s'est transférée vis-à-vis de tout ce qui représentait l'autorité. Et il y a eu à un certain moment une espèce de bascule, de colère envers l'autre communauté. Pour la première fois, le vivre ensemble mauricien exemplaire aux yeux du monde vole en éclats. La situation empire de jour en jour et la violence fait des morts. Les émeutes tournent vite en affrontements communautaires entre hindous et créoles, révélant l'inégalité sociale de ces communautés. Il y a certains anthropologues qui diront que nous allons vers une société post-ethnique. Mais en même temps, il y a des poches de pauvreté. Et quand il y a des poches de pauvreté, souvent, puisque l'idéologie a presque disparu, les grandes idéologies socialistes, communistes, etc., les gens se mobilisent davantage sur une base ethnique. Donc il y a eu des replis identitaires aussi. C'est un petit pays, une petite île, petite population, mais une société très complexe. Et lorsqu'on vit dans une société multiculturelle, multi-religieuse, multi-raciale comme la nôtre, il faut qu'on arrive à mieux se connaître. Je voyais donc une répétition de 1968 et donc il fallait agir. Tout le monde se rend bien compte que l'instabilité est mauvaise pour le pays, mais aussi pour son économie touristique. Le président Outim fait tout ce qu'il peut pour bien sûr calmer les violences communautaires, mais surtout s'occuper d'urgence des laissés pour compte. Pour cela, il a besoin du secteur privé, qui y trouve aussi son intérêt. Mais après Kaya, je dois dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises, notamment Beachcomber, qui ont pris d'eux-mêmes l'initiative pour mettre sur pied des fonds, pour créer des fonds, afin d'aider à résoudre le problème d'exclusion. Voilà donc une suite qui a été donnée, et grâce à ce qui s'est passé après Kaya en 1999. Le fonds dont parle l'ancien président chez Beachcomber a pris la forme de la fondation Espoir Développement, lancée par Malène Oudia. Son objectif, redonner une chance aux plus démunis. Après près de 15 ans, le PEJ, un des principaux projets de la Fondation, a formé plus de 2700 jeunes au métier de l'hôtellerie. C'est Frédéric Augustin qui s'occupe du projet Employabilité Jeune. Ce matin, il a rendez-vous avec de futurs candidats. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui ici? J'ai entendu dire que vous recrutez des jeunes pour la Fondation Espoir Développement. J'ai vu ça sur Facebook et il y a des amis qui m'ont parlé de ça ici. Ok. Et vous avez fait jusqu'à quelle classe? Jusqu'à 34. Vous étiez quel collège? Métocratie. Donc ce sont des jeunes qui ont arrêté l'école depuis pas mal de temps et donc qui n'ont pas réussi aussi à l'école et cherchent un métier. Donc souvent ce sont des jeunes qui soit ils ont des petits boulots qui ne sont pas très stables et donc nous faisons des affiches que nous placardons un peu partout dans l'île pour aller recruter des jeunes. Et donc ces jeunes-là ils viennent vers nous parce qu'ils sont un peu perdus et donc nous leur donnons une possibilité de suivre une formation par rapport à l'hôtellerie et aussi une formation générale par rapport à comment se prendre en main, comment se débrouiller par eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que nous sommes là. À l'hôtel, ce n'est pas comme à la maison où vous cuisinez à un même endroit, donc la viande et le poisson. Donc à l'hôtel, c'est différent, c'est dans différentes sections bien séparées. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous avez des questions? J'ai une question, oui. Chaque année, plus de 100 jeunes reçoivent cette formation qualifiante. Donc si les enfants ont entre 3... Je crois que l'essentiel, c'est que tous les Mauriciens se sentent partie prenante de cette industrie. Aussi longtemps que cette industrie
est perçue comme une industrie qui enrichit une catégorie de Mauriciens, il y a toujours un risque que l'industrie ne puisse pas profiter à tout le monde. Alors c'est pour cette raison que je pense qu'il faut que chaque Mauricien, chaque Mauricienne ait la possibilité de participer pleinement et activement dans cette industrie qui peut faire nourrir toute la population. Pour mettre cette idée en pratique, il faut accompagner la formation. Un exemple en cuisine avec Anesh et son copain Chris. Ils sont accompagnés sur le terrain par des grands chefs pour apprendre le métier. Tu fais comme ça. Okay. Tu prends toutes les grosses, les plus petites tu les laisses, on va en faire quelque chose de Depuis 2 ans, nous travaillons avec les parrains, donc à l'hôtel, donc où les employés sont des parrains pour les jeunes, et ils s'occupent des jeunes, ils les encadrent un peu mieux et donc ça se passe encore mieux. J'étais débutant ici, j'ai appris le travail. Mais maintenant, je connais presque tout et je continue d'apprendre. Je suis sûr que je serai un bon exemplaire pour les autres. Je vais continuer à avoir mon propre entreprise, avoir mon propre restaurant, cuisiner mes manger, mes cuisines, etc. Peut-être, je ne sais pas, être un chef ou avoir un restaurant ou une hôtel à moi. Pour que le succès soit complet, il faut intégrer la famille au projet éducatif. Dans le cadre du PEJ, c'est très important d'intégrer la famille parce que déjà nos jeunes sont entre 16 et 25 ans et ils ont besoin de l'encadrement, ils ont besoin de soutien à la maison parce que si le travail est fait uniquement de notre côté à nous, et ben, malheureusement beaucoup de jeunes arrêtent leur stage et arrêtent leur travail. Mais avec l'accompagnement des parents, justement, il y a eu beaucoup plus de jeunes qui sont restés en stage. Il y a beaucoup plus de jeunes qui continuent et qui continuent à travailler parce que, justement, maintenant, à la maison, eh ben, ils se sentent beaucoup plus encadrés, beaucoup plus soutenus. L'autre volet de la FED concerne l'artisanat local. L'intention est de remettre en situation d'emploi des femmes et des hommes touchés par le chômage et qui ont un savoir-faire en mettant à leur disposition local et outils de travail. L'idée de Malène Oudia est d'adapter l'adage « apprendre à pêcher plutôt que de donner le poisson ». Sheila fait partie de Beautiful Local Hands à l'atelier de bambou. Avant, quand je ne travaillais pas. Après, les enfants commencent à faire grand travail, à prendre cours dans le centre, le main center. Là, ils commencent à faire artisanat, broderie, peinture, tout ça. Après, là, en même temps, nous sommes ici. Nous travaillons en groupe ici. Nous travaillons, nous faisons coco, bambou, conserve, une bonne équipe. Nous faisons de bons produits. Nous avons une commande pour nous. C'est Banem qui amène de bonnes commandes dans un hôtel. Par exemple, on fait 5 boîtes comme ça. Et la fin du mois, nous gagnons l'argent pour 5 boîtes là. Et puis nous gagnons l'argent tous les mois. Moi, comme maman, je travaille dans le textile, et il y en a qui travaillent dans le textile, il y en a qui font d'autres métiers. Et il y en a qui ne travaillent pas du tout même, je suis ici. Vraiment, ici, dans l'équipe, nous à l'aise, on t'a mis. Il y a un bon patron, le patron dirait un collègue pareil pour moi. Il y a beaucoup de choses, mais nous à l'aise ici pour nous travailler. Et c'est important. Nous à l'aise. Le principe de Beautiful Local Hands s'adapte bien au quotidien de ces femmes. Vous trouvez les bons. Vous connaissez pour une madame qui m'a dit, nous ne sommes pas tellement engagés ici. Nous venons, nous ne sommes pas capables, nous sortir, nous les enfants, la case, nous avons beaucoup de facilité. Parce que nous avons un travail qui nous a rentré 8 heures, ça finit 4 heures, vous comprenez? C'est ça qui nous facilite, qui nous gagne. C'est au cours des années 2000 que l'île Maurice va vivre un tournant décisif de son développement.
Le prix du sucre ne cessant de chuter, il a bien fallu se tourner vers d'autres secteurs d'activité pour créer des emplois. Nous sommes sur une île, entourée de l'océan Indien. Quoi de plus naturel que de se tourner vers la mer? C'est ainsi que les balbutiements de l'économie bleue vont naître avec le Seafood Hub. Installé près du Kodan à Port-Louis, il s'agit du principal pôle industriel de transformation de produits de la mer dans l'océan Indien, avec près d'une dizaine de sociétés qui ont pour objectif de distribuer et de réexporter notamment le thon pêché. L'autre réussite a été de créer un quartier dédié au business et à l'Internet, Cybercity à Eben. En 2003, le gouvernement mauricien décide de faire de l'île une île connectée au reste du monde. Cybercity reste un pôle d'attraction pour des entreprises désirant faire le lien entre les marchés asiatiques et africains et développer un secteur tertiaire fort. Le tourisme, lui, s'ouvre dès 2008 vers le marché asiatique, notamment chinois, qui assure bon nombre d'arrivées chaque année. Plus près de nous, les projets d'envergure se multiplient, souvent portés par un secteur privé dont les terres sont de moins en moins rentables et qu'il faut bien reconvertir. À l'image du groupe Medine, qui a créé sa Smart City dédiée à l'éducation. Deux pôles, dont celui de Pierrefonds, accueillent de grandes écoles européennes qui vont former la future élite de la nation. Nous avons plusieurs partenaires institutionnels, dont l'École centrale de Nantes, qui est donc une grande école d'ingénieurs, l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. On a l'Université Panthéon-Assas, qui représente par excellence bien sûr le droit, et d'autres institutions d'excellence de très haut niveau. Donc aujourd'hui, on a 25% d'étudiants étrangers, représentant principalement le continent africain, bien sûr l'Afrique de l'Est, et 75% d'étudiants mauriciens. Donc il y a un coût, bien sûr, il y a les frais de scolarité à payer, mais au-delà de ça, le groupe Medine a choisi de mettre à disposition un certain nombre de bourses pour ces étudiants, donc destinées à des étudiants mauriciens. Alors les critères sont très simples, bien sûr il faut d'abord avoir l'excellence académique, et ensuite bien sûr il y a le critère socio-économique, parce qu'on veut faire bénéficier justement de ces moyens financiers aux étudiants qui ont les moyens intellectuels mais pas financiers. Effectivement le gouvernement, comme on l'a dit, c'est pas qu'une ambition de Medine de créer ce Knowledge Hub, mais c'est aussi l'ambition du gouvernement. Donc nous on est là aussi en parallèle à pouvoir aider, donc il y a une synchronicité entre le gouvernement et le secteur privé pour pouvoir emmener le pays un peu plus loin en termes éducatifs bien sûr, et investissement je pense le plus méritoire qu'on puisse faire en tant que groupe privé. Medine a été l'un des premiers à comprendre qu'il fallait transformer ces terrains sucriers en investissements haut de gamme. C'est comme ça qu'est née Tamarina lors du lancement des IRS. Pour achever cette passerelle vers l'avenir, Maurice s'est doté d'un nouvel atout à l'initiative de Navin Ramgoolam, un aéroport flambant neuf, élu le plus beau d'Afrique, et une nouvelle flotte d'avions. L'île va sans conteste devenir le hub incontournable entre ces deux continents voisins. C'est dans cet esprit que Beachcomber aborde les années à venir. Nouvelle direction, nouvelle identité, on passe du crabe au nautile, nouvelles ambitions, mettre en valeur les intendants du rêve, ces femmes et ces hommes qui rendent le séjour des touristes inoubliable et intégrer l'écologie plus fortement encore dans la vie des hôtels. Pour concrétiser tout cela, Gilbert Espitalier-Noël a des projets. À Rivière-Noire. Bon, le projet des Salines est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. On travaille sur ce projet depuis quelques temps. C'est un projet d'envergure. Donc on veut vraiment faire de ce projet des Salines un projet modèle qui va faire la part belle justement sociale dans la zone et aussi à l'environnement. On va créer environ 700 emplois dans ce développement. Donc en travaillant en amont, en formant ces gens, les intégrant à notre projet, on pense vraiment avoir un impact très positif sur le village. Mathieu Rivette est chef ingénieur. Il s'occupe de la partie technique du projet des Salines. Les Salines sont centenaires. Quand nous avons racheté le site que vous voyez tout autour là, les Salines formaient partie du lot. Et la direction du groupe a décidé, vu l'impact sociologique des Salines dans Rivière-Noire, mais vu aussi l'histoire autour des Salines, d'intégrer ces Salines, du moins une partie, dans notre futur projet de développement. On aura un village donc d'artisans où toutes les activités qui sera là, dans les anciens entrepôts de sel qui ont été convertis en bureaux,
et qui seront le centre névralgique de Local-Lens. Les touristes arriveront par la route principale qui est en construction. Vous voyez là, ça c'est la route principale, la nouvelle route d'accès aux Salines. Si vous voulez, cette partie-là, c'est la partie mer. Donc l'hôtel sera de ce côté-là et aura accès au village, aura accès aux Salines. Mais cet espace-là sera aussi ouvert au public mauricien. La construction hôtelière sera bien sûr en bord de mer, mais dans le respect d'une démarche éco-responsable. Notre terrain au niveau plage fait 650 mètres de long. On va essayer d'étaler nos bâtiments tout le long de ces 650 mètres. Vu le stress hydrique de la zone, l'hôtel sera alimenté en eau dessalée. En sus de l'eau, nous aspirons à ce que l'hôtel lui-même soit à très basse consommation énergétique et soit équipé de panneaux solaires photovoltaïques pour produire une bonne partie de sa propre consommation. Ce lagon-ci est particulier parce que c'est une zone de reproduction de mollusques, de coraux, de poissons. Les activités nautiques se feront à 150 mètres de la plage. Comme vous le voyez aussi, vous avez des pêcheurs là, on ne va pas déranger l'activité pêche artisanale telle qu'elle existe aujourd'hui. Le projet des Salines, qui verra le jour fin 2019, sera certainement un projet innovant et visionnaire s'il tient ses promesses. Il s'inscrira alors dans le défi majeur qui attend Maurice pour les 50 prochaines années, l'écologie. Ce qu'il faut savoir à Maurice aujourd'hui, c'est que la priorité des priorités, c'est l'adaptation au changement climatique et tout ce qui en découle. Nous sommes un pays de seulement de moins de 2000 km². Nous avons 322 km de littoral, 243 km² de lagon. Donc il est clair que nous sommes dangereusement vulnérables. Le niveau de la mer, depuis une dizaine d'années, augmente presque 2 fois plus vite qu'il y a 10 ans. L'érosion progresse rapidement, à vue d'œil, et menace des plages de disparition. Il reste encore énormément à faire. Donc il nous faut une certaine intelligence collective pour pouvoir réussir à mettre le secteur privé, bien sûr, avec les autorités, bien évidemment, sans quoi rien n'est possible, pour pouvoir travailler ensemble et faire avancer les choses. Il faut maintenir et protéger et favoriser les écosystèmes marins et terrestres qui se trouvent sur le littoral. Par exemple, les aires de mangliers, les herbiers marins, la végétation côtière indigène, ce qu'on appelle ici les wetlands, qui sont les marécages côtiers, qui ont un rôle de protecteur. L'île a depuis quelques années pris des initiatives pour s'occuper concrètement du lagon. L'association de François Rogers, Reef Conservation, sensibilise les enfants aux habitants du lagon grâce à un bus ludique mais pédagogique. Nous sommes actuellement dans le BIS La Mer, donc une salle de classe mobile qui a été spécialement conçue pour faire de la sensibilisation, principalement pour les écoles. Ce véhicule est équipé de microscopes, d'écrans tactiles et aussi de beaucoup de jeux interactifs sur tous les écosystèmes marins et côtiers, et aussi beaucoup de sensibilisation sur qu'est-ce que c'est que le changement climatique, qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Donc il est sur route depuis 3 ans maintenant et nous avons touché 24 000 personnes. Et donc c'est un bel outil qui nous permet d'être à travers toute l'île Maurice. Et voilà, en 2 mots. Mais c'est sur le terrain, à Cap-Malheureux, que les actions de François sont les plus concrètes. Le plus gros problème, c'est qu'avec le développement du tourisme, entre autres, où nous voudrions recevoir 1,5 million de touristes par l'année prochaine,
Ça cause énormément de stress, en plus sur nos lagons et sur les plages. Le grand problème du corail, c'est la première chose, c'est le réchauffement climatique, donc acidification de l'eau, donc température qui chauffe, et le blanchiment du corail, c'est-à-dire qu'il meurt. Mais bien souvent pour des raisons naturelles, le corail peut développer des anticorps et reprendre par la suite. Par contre, un corail écrasé ou abîmé par l'impact humain et meurt définitivement. Nous avons implémenté ici, avec l'aide de la population locale, et aussi une réserve naturelle de conservation du lagon. Donc l'idée, c'est que toutes les parties concernées, donc les opérateurs de bateaux, les plaisanciers, aussi les hôteliers, cette zone délimitée est respectée. Donc on n'y pêche pas, on ne jette pas l'ancre et on respecte. Nous avons aussi créé un sentier sous-marin qui est ouvert au public. Donc en apnée, vous pouvez aller découvrir sur une longueur de 250 mètres les coraux, les poissons qui s'y trouvent, tout en préservant le système et en se servant de bouées d'amarrage fixes. Ce qui est important, c'est qu'après 3 ans et demi maintenant, le corail reprend, la population des poissons recommence à venir, donc c'est très encourageant. Nous pensons sincèrement que c'est un modèle à être répliqué dans beaucoup de lagons de Maurice dans le futur. Nous connaissons ce qui se passe à travers le monde, oui, des enjeux bien évidemment écologiques, et il nous faut absolument apporter la conscience d'abord à la population, au personnel que nous employons. L'industrie du tourisme, c'est quand même 100 000 personnes à l'île Maurice, sur 570 000 personnes qui travaillent, qui sont actifs. Et les associations des hôteliers ont pris bien ça en conscience, puisqu'aujourd'hui, sur 120 hôtels à l'île Maurice, nous en avons plus d'une cinquantaine qui participent activement à des accréditations Green. Ce sont des initiatives privées, oui, ce sont des responsabilités individuelles qui ont été prises dans ces choses-là. Il faut pousser le bouchon beaucoup plus loin. De leur côté, les hôteliers agissent tous les jours. Au Royal Palm Beachcomber Luxury, depuis 1 an, Ramen Vurdapen a mis en place un tri sélectif qui a lieu 2 fois par jour, sensibilisant aussi les employés au développement durable. Alors là, il y a le monsieur qui est arrivé avec les cartons qu'il va déposer dans les locales qu'on a construits spécifiquement pour les tri. Nous aurons un employé qui va venir demain pour casser les cartons, installer sur l'étagère très bien là comme on a mis, et puis ça va partir dans l'usine pour être recyclé. Il y a les bouteilles en plastique, il y a tout ce qui est papier, il y a les bouteilles en verre. Tout ça est collecté régulièrement pour envoyer à l'usine. Et ça, ils sont en train d'enlever tous les déchets de cuisine. Ils les font plusieurs fois pendant la journée, au fur et à mesure, après les petits déjeuners, après les déjeuners, après les dîners, les soirs. Et c'est une chambre climatisée pour que les nourritures ne sentent pas, premièrement, et deuxièmement, pour que ça n'attire pas les mouches, tout ça. Et demain matin, très tôt, à 5h, 5h30, il y a un camion qui est dédié spécialement pour les collectes de déchets de cuisine. Bien que la sensibilisation écologique auprès du plus grand nombre soit maintenant bien lancée, la vigilance s'impose avec des projets où l'environnement déjà fragilisé est concerné. Quand on se retourne vers l'économie de la mer, de ne pas effectivement lancer des projets dont nous ne maîtrisons pas les conséquences. Et de créer en fait pour ça peut-être des situations irréversibles pour le futur, car en fait on ne sait pas. Depuis près de 65 ans, l'île Maurice et Beachcomber, entre autres, ont bâti la success story du tourisme qui rime aujourd'hui avec île paradisiaque, services haut de gamme, sécurité des voyageurs et population accueillante. Aujourd'hui, le tourisme est à la croisée des chemins. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est justement de faire perdurer cette réussite. Et l'offre touristique de Maurice doit être absolument améliorée. Il faut arrêter de penser que nous allons continuer à poser notre réputation sur un accueil d'exception, une expérience d'exception, et il faut sortir des hôtels. La compétition internationale ne nous permet plus de faire ça. Ce que d'autres pays ont moins, c'est une population extrêmement intéressante. C'est toute l'histoire culturelle de Maurice, c'est le foisonnement des cultures de tous les continents qui donne son unicité à l'île Maurice. Et l'histoire, l'histoire c'est la nôtre.
Et pour qu'on puisse en parler, il faut la mettre en valeur. Et pour ça, il faut travailler ardemment pour que nous puissions d'abord assumer notre passé, en pouvoir en parler, parce que les gens veulent aussi et viennent aussi pour ça. Je crois qu'on peut faire beaucoup plus, mettre en valeur l'histoire, les monuments, tout ce qui apporte quelque chose de beaucoup plus fort à un touriste que juste bronzer, quoi. Assumer le passé colonial, l'esclavage, l'engagisme, mais aussi les inégalités d'aujourd'hui, c'est faire face aux grands chantiers que constituent la cohésion sociale et la prise de conscience civique. Et pour négocier ces problématiques avec succès, il faut consolider l'ADN mauricien, qui est le vivre et le construire ensemble. Dans un monde aujourd'hui très secoué par les extrémismes et très secoué aussi par la violence et l'incapacité à des communautés à coexister dans des pays, on voit ça un peu partout, je pense que Maurice, il y a un phénomène que j'appelle moi la tolérance dynamique. Et ça va au-delà de l'acceptation de l'existence de l'autre. C'est-à-dire qu'on vit ensemble. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui dans un autre contexte et il faut vraiment arriver à trouver, à cimenter, je dirais, ce que j'appellerais l'ADN mauricien. Et ça, c'est quoi? Et c'est ça qu'il faudra bâtir dans les 50 ans qui viennent. Demain se construit maintenant. Il nous faut la main dans la main, avec de la vision, maille et piqué, pour assurer le devenir et l'avenir du tourisme mauricien.